Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est tout bon? Ah, j'aurais plein C'est perturbant, moi je m'entends pas quasiment avec... enchanté, je vais être un peu malpoli, je vais commencer par me présenter et puis donner la parole à mes collègues. Je suis Maël Besson, je travaille sur les questions de transition écologique du sport depuis maintenant 15 ans, 20 ans, je sais plus, je crois qu'il ne faut pas trop compter ce genre de truc. Et on accompagne, donc on est une toute petite agence qui s'appelle Sport 1.5 en référence au 1,5 degré de l'accord de Paris. Et on accompagne des acteurs du sport comme Paris 2024, Direction des sports de France Télévisions, World Rugby, Decathlon, des sortes comme ça, dans l'évaluation de leur impact environnemental et sur les questions d'adaptation aussi du changement climatique sur leur activité, c'est-à-dire analyse de risque et stratégie d'adaptation sur ces enjeux-là. Puis je vais passer la parole à Nicolas, je te laisse te présenter. Ouais, très bien. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Nicolas Vandenelsken, cofondateur de l'Institut du sport durable, et je gère toutes les relations extérieures. Donc nous, on est une association qui a pour ambition d'utiliser le sport pour basculer vers un monde durable. Et donc on fait pas mal de sensibilisation, de formation, d'accompagnement sur les enjeux environnementaux. Et on essaye d'utiliser le sport justement pour essayer de convaincre aussi des gens qui ne sont pas forcément convaincus. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que si on crée juste des événements qui sont liés aux enjeux environnementaux, 75% des gens qui viennent, c'est des gens qui sont convaincus. Et comment aller capter d'autres personnes? Et je pense que le sport peut en faire partie, en tout cas, pour aller chercher d'autres personnes non convaincues. Voilà, et je passe la balle à Julien, du coup. Bonjour à tous et à tous. Ah oui, c'est vrai, c'est très perturbant de ne pas s'entendre, en effet. Julien Pierre, ancien rugbyman professionnel. On a créé Fair Play for Planet, qui est le premier label indépendant éco-responsable pour les acteurs du monde du sport, clubs, événements, établissements sportifs, en coopération avec l'ADEME. Donc voilà, on justement utilisé le sport comme un levier de transformation des territoires dans leur transition écologique. Merci. Alors on a la lourde tâche de retranscrire les échanges, les conclusions des échanges qu'on a pu avoir tout au long des travaux des meneurs sur 12 thématiques. Vous avez peut-être vu qu'il y avait 120 acteurs du sport qui avaient été réunis sur 12 thématiques, dont la thématique environnement, pour réfléchir aux freins, faiblesses, aux forces aussi, aux opportunités pour l'industrie du sport en France et sur ces enjeux-là, et puis les recommandations qu'on peut tirer pour aller un peu plus loin. Je vais commencer par quelques banalités ou quelques éléments qui sont un peu... j'allais dire des portes ouvertes en français. Une activité sportive, une entreprise sportive, un événement sportif qui marche à la fois économiquement, à la fois en termes d'attractivité, c'est tout simplement une entreprise ou un sport qui est adapté au contexte actuel de notre société et qui répond à un certain nombre de besoins. Deuxième porte ouverte que je vais enfoncer, c'est qu'on a des limites planétaires. Que les limites planétaires sont des limites physiques. C'est-à-dire qu'on a une quantité de ressources en eau, on a une quantité d'énergie possible qu'on peut produire, on a une capacité de la planète à absorber des émissions de gaz à effet de serre. On a des limites planétaires qui sont des limites physiques finies et qui ont des conséquences aussi sur notre modèle économique. L'assurabilité de nos événements sportifs dépend profondément d'un certain nombre de caractéristiques de notre climat. Notre capacité à avoir des terrains engazonnés dépend de la disponibilité en eau, des températures, du taux d'humidité qui vont créer des maladies ou non dessus. Donc on est dépendant de ces limites physiques et qu'il faut les prendre, je pense, comme quelque chose de factuel. Donc quand on réfléchit finalement sur les enjeux environnementaux dans le sport, finalement les entreprises qui vont être performantes ou les disciplines qui vont être performantes dans le futur vont être des disciplines ou des entreprises qui vont être adaptées au contexte climatique futur et au contexte social futur. Donc c'est le sujet qu'on a eu aujourd'hui sur cette table ronde, c'est naviguer l'enjeu a été résumé comme ça, naviguer entre les injonctions contradictoires de respecter les limites planétaires, qui sont donc finies, et de répondre aux objectifs commerciaux, tout en consolidant la compétitivité environnementale de la France. Alors, s'il y a quelque chose qui est quand même plutôt positif en France, c'est que la France est un des acteurs plutôt engagés, plutôt moteurs dans le monde sur ces enjeux environnementaux, sur la prise en compte de ces enjeux environnementaux. Et le monde du sport en France
et fait partie des quelques nations qui ont quand même pas mal intégré ce sujet-là. Et ça va être un premier atout pour la France d'avoir intégré ça et d'avoir un peu cette longueur d'avance dans ce contexte climatique qui va évoluer. Julien, toi, il y a d'autres opportunités ou forces que tu as identifiées dans tout ce qu'on a pu émettre dans les groupes de travail, lequel on a évoqué notamment quelques exemples d'entreprises du monde du sport qui s'engagent justement dans cette transition. Je voulais vous parler de deux exemples, deux entreprises, une qu'on connaît tous, qui s'appelle Intersport, et une qu'on connaît moins, Natural Grass. Natural Grass, qui est le pionnier et le spécialiste des pelouses synthétiques, et notamment, qui depuis 10 ans investit, je crois que c'est à peu près 1 million d'euros par an, justement dans la recherche et développement, pour trouver des solutions de terrain de plus éco-responsables, qui respectent le plus les normes justement internationales en termes d'éco-responsabilité et de respect de l'environnement, et qui a abouti notamment sur un système qui s'appelle Aquaflow, système donc terrain hybride, avec un système de nappe phréatique qui vient sous le terrain, avec des réserves en eau sous le terrain, qui permet d'irriguer la plante par la racine. Natural Grass annonce entre 60 et 100% d'économie d'eau suivant les régions. Bon, je sais que c'est encore en test, ils ont testé, ils ont mis en place plusieurs terrains en France, notamment à Marcoussis, donc ils sont en train de tester. C'est des solutions qui sont en train d'arriver. Le stress hydrique, on sait que ça va arriver dans certaines régions, donc peut-être des outils, des nouveaux matériaux qui pourront être déployés sur tous les territoires. Un second exemple, c'était Intersport, qu'on connaît tous, qui en 2021 a fait son bilan carbone et qui a fait une trajectoire justement de réduction carbone en s'alignant sur les accords de Paris, qui annonce réduire en 2028 de 28% ses émissions carbone. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je ne vais pas parler à leur place, mais 3 exemples. Ils se focalisent sur le Made in France, sur le fabriqué en France, donc travailler avec les régions au maximum, des produits et des services qui vont essayer de référencer en région. L'éco-conçu, en faisant appel justement à des fabricants sur des produits éco-conçus, en mettant en place une charte d'éco-conception des produits. Et un troisième exemple sur lequel qui est d'actualité aussi actuellement. Chaque magasin aujourd'hui est équipé de bacs de récupération d'articles de sport usagés, qui derrière est récupéré par des éco-organismes comme Écologique France ou Recycling, je crois, qui viennent justement récupérer ces outils. Donc, qui permet aussi aux pratiquants d'avoir l'habitude de ramener ce matériel qui reste dans nos placards justement pour être réutilisé et réemployé demain. Merci. Nicolas, toi, c'est une des forces, opportunités que tu avais identifiées, enfin qu'on avait identifiées collectivement et qui t'a marqué, c'est sur les GESI. Ouais, complètement, les GESI, donc les grands événements dans la France, il y en a pas mal qu'on a reçu en 2023 avec la Coupe du Monde de rugby, puis aussi Paris 2024 là, qui arrive, qui s'engage énormément sur ces sujets-là. D'ailleurs, je tiens à rappeler que sur ça, on a une avance aussi, parce que bon, tu es très concerné sur ça, Maël, mais il y a la charte des 15 engagements des événements sportifs, et justement, quand tu disais qu'en France, on avait quand même de l'avance, il y a ces chartes-là qui existent, et par exemple, en 2022, si je ne dis pas de bêtises, il y avait la présidence française à l'Union européenne, la PFUE, et il y a justement eu un travail du ministère avec l'Europe pour essayer d'intégrer ça partout en Europe. Donc, pour dire qu'on a quand même de l'avance. Et donc, ouais, si on prend 2 exemples, bon, en effet, il y a eu la Coupe du Monde de rugby qui a essayé de mettre pas mal de choses en place, notamment sur la mobilité. On parlait d'exemplarité tout à l'heure, rien que le fait que les joueurs prennent le train, qu'Antoine Dupont, etc. prennent le train, bon voilà, ça a quand même cette grande notion d'exemplarité. Puis après, voilà, ils sont quand même poussés à faire des rapports, donc il y a un rapport complet qui a été fait sur cet événement. Et puis après, Paris 2024 qui arrive, qui a pris énormément d'engagement. On va voir s'ils arrivent à les tenir au point. D'ailleurs, sur l'impact carbone, notamment, diminuer de 2 l'impact carbone de Paris 2024. Donc voilà, il y a de grandes ambitions.
On peut se dire des fois que ça ne va pas assez vite, mais en tout cas, pas mal de choses qui sont mises en place. Et là, on le voit aussi, par exemple, si on revient sur Paris 2024, sur le relais de la flamme, on voit que ça a quand même c'est hyper populaire et il y a plein de monde. Et on va parler de sport et territoire tout à l'heure. Par exemple, durant le relais de la flamme, il y a des ateliers qui sont mis en place. Tu parlais tout à l'heure de la REP écologique. Et écologique est là, par exemple, entre deux grosses marques, une grosse banque et puis une grosse marque de soda, pour justement faire de la sensibilisation sur le réemploi. Et on voit que ça fonctionne parce qu'il y a énormément de monde qui viennent sur les ateliers. Et donc, on arrive à profiter de ces grands événements hyper populaires pour aussi toucher tout ce public. Donc voilà, ça se met en place. Des fois, on peut se dire que ça ne va pas assez vite, mais en tout cas, les grands événements, c'est quand même une bonne vitrine pour essayer d'attirer un maximum de monde. Après, on pourrait rentrer plus en détail sur les sujets, mais on a très peu de temps, donc voilà. Oui, alors même si ça ne va pas assez vite, les ambitions ou les objectifs que Paris 24 se sont fixés, qui sont quand même assez ambitieux, mais en fait, même s'ils ne les atteignent pas, la marche est assez importante qui est franchie. Sur les bilans carbone, clairement, même si, alors je ne sais pas s'ils vont l'atteindre ou pas, on verra post-JO, mais les moins 50%, même si finalement c'est que moins 30%, finalement il n'y a pas beaucoup d'acteurs ou de secteurs d'activité en France qui font ces moins 30% en 2024. Ça, c'est pour les côtés, positifs, le côté attractif aux opportunités de la France. En termes de freins, c'est Nicolas, quels sont les points qui t'ont marqué, qu'on a soulevés dans le groupe ? On parlait justement des décideurs sur le terrain aussi, des structures sportives qui ont un vrai rôle à jouer justement dans ça. Et on voit que, encore une fois, tout à l'heure on parlait de ça, mais se dire que des fois ça va pas assez vite et comment aussi on arrive à convaincre un peu plus. Alors déjà avec l'aspect sensibilisation, c'est déjà aussi donner les ordres de grandeur. En fait, on se rend compte aussi dans le mouvement sportif que tout le monde n'a pas forcément les ordres de grandeur sur les différents sujets et comment on acculture à ça et comment aussi on arrive à réunir les acteurs. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, il y a des collectivités qui sont en avance sur ça. Si on parle de la ville de Lyon, etc., qui parlent déjà d'éco-conditionnement, après on ne peut pas contraindre le mouvement sportif tout de suite. Il faut aussi leur donner des ordres de grandeur et voilà, essayer de travailler collectivement sur ça, parce qu'encore une fois, c'est pas en imposant tout de suite qu'on va réussir à faire bouger le mouvement, et notamment dans le sport où on a des décideurs des fois qui sont plus ou moins jeunes, et donc comment on arrive à les faire bouger. Ça se passait toujours comme ça les événements sportifs, donc pourquoi on ferait autrement, donc comment on change tout ça. Et donc il y a une vraie acculturation, mais aussi des vrais outils maintenant qui se développent pour faire comprendre à tous ces décideurs les différents enjeux et de montrer que le sport, dans tous les cas, va être hyper impacté par ce qui est en train de se passer, et donc il faut prendre de l'avance sur ces sujets. Julien, la faiblesse, le retard que tu as noté, qui t'a marqué dans ce groupe ? Ce qui nous a marqué, alors oui, il y a la France est en avance sur pas mal de sujets, et Paris 2024 va justement accentuer cette avance ou va marquer, va engager un héritage. Mais ce qui m'a marqué, c'est le manque de préparation justement au changement climatique, le manque de la mesure d'impact, comment vont justement être impactées ces infrastructures sportives demain dues au changement climatique, comment les territoires s'adaptent justement au changement climatique et comment on utilise demain ces infrastructures sportives, pas uniquement pour faire du sport, mais peut-être utiliser différemment dans justement ce risque qui est devant nous. Ensuite, comment demain on investit aussi dans des études approfondies, justement dans ces rénovations, ces utilisations de ces infrastructures sportives. Je pense qu'il va falloir qu'on accélère sur ces sujets-là, qu'on ait des vraies études poussées comme on peut le voir, et comme justement Maël, tu as bossé dessus avec le World Rugby, qui a bossé sur un impact sur World Rugby, comment le monde du rugby va être impacté par le changement climatique. Il va falloir qu'on ait encore plus d'études, encore plus d'exemples pour montrer que demain on va être impacté, et comment on va se préparer à ce demain, et comment utiliser ces infrastructures et engager en même temps par là même les territoires dans cette transition qui est nécessaire, quoi. Oui, pour dire deux mots sur cette étude qu'on a réalisée, on a eu la chance de réaliser pour World Rugby et qui a été publiée hier. On a fait finalement une sorte d'analyse de risque, c'est-à-dire quelles sont les grandes conséquences du dérèglement climatique sur le monde du rugby, et notamment sur 10 grandes nations du rugby. Et on voit qu'on a un certain nombre de conséquences. On a la moitié des 10 nations qu'on a étudiées qui vont connaître plus de sécheresse
Et donc, problématique de l'entretien et d'avoir des terrains engazonnés qui permettent d'avoir l'élasticité, qui permet de jouer au rugby et tout ça. On a 8 nations sur 10 qui vont connaître plus de fortes intempéries avec des inondations, avec des risques de submersion. Donc en fait, on a un certain nombre de conséquences. Et moi, il y a un point, à mon avis, que j'ai noté dans les faiblesses qu'on a relevées dans notre groupe, c'est finalement cette approche que les enjeux environnementaux sont vécus comme une contrainte, comme une injonction, c'est même le titre de notre atelier qu'on nous avait donné, du coup comme un coût à intégrer, là où finalement c'est plutôt un investissement, il faut le voir plutôt comme un investissement, et que si la réalité, et on a la chance d'avoir quand même de plus en plus de données qui donnent des projections de plus en plus fiables sur à quoi on va devoir, dans quel contexte climatique et social le sport va devoir se pratiquer, parce que le but c'est quand même bien de continuer à avoir le sport, les grands événements et tous les bénéfices sociaux, économiques, environnementaux qu'on recherche. Comment on va pouvoir l'organiser, et ces études-là, à mon sens, elles sont ultra importante pour pouvoir orienter non pas des coûts mais des investissements pour avoir cette projection d'un grand événement, d'un monde du rugby, d'un secteur d'activité, d'une entreprise compatible et adaptée aux enjeux futurs. Donc une fois qu'on a fait en gros ce mini SWOT, on passe à la question de la recommandation, des recommandations. Donc on en a mis plusieurs. Évidemment, les travaux vont être publiés ou rendus publics en téléchargement. Finalement, on ne vous a fait remonter que quelques-uns parce que le temps est contraint. Première recommandation, moi que j'avais notée, c'est de continuer à capitaliser sur toutes ces travaux, alors soit en innovation comme Aquaflow de Natural Grass, comme la charte des 15 engagements, et de continuer à aller toujours plus loin sur ces sujets-là, parce que c'est ce qui fera notre force demain quand on va avoir une multiplication de sécheresse. Enfin, j'allais dire demain. C'est déjà aujourd'hui en fait. Faut qu'on arrête de parler au futur. Les conséquences du changement climatique, on les connaît déjà maintenant. Et donc de continuer à capitaliser pour il y a un exemple que je trouve intéressant, c'était la réglementation REACH. Vous savez, la réglementation de l'utilisation des produits chimiques dans le textile, dans pas mal de produits, notamment les produits textiles, où finalement, au début, c'était vécu comme une vraie contrainte. Et finalement, l'Europe, on a été très content d'avoir intégré ces réglementations de manière un peu en avance par rapport au reste du monde, parce que ça nous donnait une avance, une finale, quand in fine, tout le monde a dû respecter ces réglementations, et ça devient un élément différenciant. Donc la contrainte d'aujourd'hui va devenir un élément différenciant. Donc continuer à capitaliser sur ces savoirs, et un peu ce que tu disais, continuer aussi à capitaliser sur le pouvoir d'influence de nos grands événements, de nos marques, de nos publicités, de nos athlètes sur la transformation des comportements, de nos habitudes de consommation, parce que je pense que tout le monde est convaincu que le sport influence le monde, nos habitudes, on copie, on est des êtres sociaux, donc on copie assez facilement ce qu'on voit dans le spectacle télévisuel sportif. Et du coup, voilà, une des recommandations, c'est ça, de continuer à capitaliser, à creuser et à utiliser le sport pour influencer dans mon sens. Je ne sais plus si c'est Julien ou Nicolas qui veut enchaîner sur les recommandations. Non, les recommandations, la principale pour nous et pour moi, je pense que c'est qui est une priorité absolue, c'est l'adaptation des territoires justement au changement climatique, et d'utiliser le sport comme l'évoquait Maël, pardon, si on a du mal avec les prénoms aujourd'hui, comme l'évoquait Maël, d'utiliser le sport comme un catalyseur justement des territoires, des énergies où l'ensemble des acteurs peuvent se retrouver, publics, privés, et adapter justement ces infrastructures à l'utilisation et une meilleure utilisation et une meilleure rénovation, une meilleure transformation de ces infrastructures sportives.
une autre opportunité aussi, parce qu'on le voit arriver avec la CSRD notamment européenne, où on va demander de plus en plus de rapports extra-financiers. C'est tous les financements du monde du sport qui devront être fléchés aussi vers des acteurs du monde, vers des acteurs responsables. Et c'est peut-être là la vraie transformation, c'est que et nous on le voit déjà avec Fair Planet, c'est qu'on a des marques qui intègrent nos critères quelque part dans leurs partenaires sportifs, qui disent nous on va continuer à sponsoriser tel ou tel sport, tel ou tel événement, mais uniquement s'ils s'engagent dans une démarche concrète, mesurée, mesurable, dans une démarche de progrès. Et ça c'est peut-être aujourd'hui on a BPI, on parle de sport business, je pense que c'est peut-être là aussi le vrai levier. On l'a vu peut-être indirectement aussi avec Paris 2024 qui a refusé certains partenariats. Et c'est peut-être ça au final qui va peut-être faire vraiment accélérer le monde du sport, qui va faire transformer le monde du sport et les territoires justement dans cette transition dont on a besoin et dont le sport peut être un vrai catalyseur de transformation des territoires, encore une fois. Merci. Non, du coup, pour rebondir, en effet, juste revenir sur l'influence, quand même, c'est vrai que depuis des années, dans les personnalités les plus suivies en France, on est quand même à chaque fois sur des sportifs, donc en effet, il y a une vraie influence, ça c'est sûr. Et moi je dirais que c'est vraiment l'importance des parties prenantes quand on est dans le mouvement sportif. Justement, tu parlais des entreprises, il y a aussi les gens qui viennent dans les clubs, etc., qui viennent de plus en plus justement pour les engagements hors performance sportive, les engagements sociétaux, les engagements environnementaux. Et donc c'est clair que plus un club ou une fédération va prendre en compte ces enjeux-là, plus aussi il va attirer ce public dans les nouveaux sports, etc. Puisque en gros on ne peut plus faire sans le savoir. D'ailleurs on voit maintenant aussi, on parlait des GESI, ou de tout ce qui se passe, de cette notion d'exemplarité à chaque fois dans le sport. Maintenant, dès que quelque chose se fait et que ça va un peu à contresens, tout de suite on le bâche quand même. Enfin, en tout cas, de plus en plus, des réflexions sont poussées sur ça. Donc, ça veut dire que quand même, on est en première ligne et donc on peut plus faire semblant de ne pas savoir. Et donc, ouais, le fait de prendre en compte ces parties prenantes, c'est hyper important, et que ça soit les pratiquants ou les partenaires, c'est ce que tu disais, des gens qui refusent des partenariats, etc. Et puis aussi, comment on peut les faire évoluer. Si on prend l'exemple de Paris 2024, bon voilà, encore une fois, je ne vais pas citer la marque de soda, mais en tout cas, il y a des choses qui vont pas, mais Paris 2024 les amène à évoluer. Et donc typiquement, ce qui va être fait quand même, c'est d'avoir moins de plastique, quasiment plus de plastique. Enfin voilà, donc ils poussent quand même ces marques-là aussi à faire autrement. Alors ça peut être discuté. Moi, je donne juste dire que c'est mieux, mais je suis le plus c'est de ça. plastique, et je pense qu'il y en aura encore. C'est ça, il y en aura encore, mais bref. Mais en tout cas, voilà, donc ça amène en tout cas des améliorations. On le voit. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas. Si vous levez la main, je vous tends le micro. On voit en fait les enjeux, ils sont de plus en plus incontournables pour les acteurs du sport. On l'a dit plusieurs fois, finalement, les disciplines, les acteurs, les événements qui vont intégrer ces enjeux climatiques ou sociaux futurs et de plus en plus présents actuels. Vont être finalement celles qui vont avoir l'élément différenciant, qui vont pouvoir être les plus stratégiques. Est-ce que ça veut dire que du coup, on a des disciplines, des événements qui vont disparaître ou qui disparaissent? Moi, j'en ai un en tête, mais... Moi, je pense que c'est justement les organisations sportives ou les partenaires financiers, soit public ou privé, qui intègrent ces critères. Je pense que c'est des vraies opportunités demain. Et oui, il y a des disciplines qui vont disparaître, c'est inévitable. Je pense qu'on pense tous à la même chose. Est-ce que les jeux d'hiver deviendront demain les jeux de montagne? C'est une question, certainement. Et ça sera certainement le cas. Il y a des évolutions et on va être contraint de toute façon, donc autant anticiper au maximum. La France est en avance encore une fois, mais accélérons, fléchons peut-être les investissements, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrivera à changer vraiment de façon systémique le sport, et fléchons ces investissements vers des transformations durables, quoi. Et je pense juste... il reste quelques minutes, donc s'il y a des questions... Ok.
On prend la question juste après. Et juste pour redire sur la performance, je pense aussi qu'il faut revoir notre notion de performance. En effet, on était sur de la performance uniquement sur des temps, etc. Et donc de plus en plus, si on prend l'exemple aussi par exemple de la LFP dans les droits télé, qui a intégré aussi des droits par rapport aux enjeux environnementaux, voilà, un club il va être aussi performant parce qu'il prend en compte ça et il n'aura plus autant de droits TV s'il n'intègre pas ça. Donc je pense que voilà, notre notion de performance ici doit être revue, pas uniquement sur l'aspect sportif, mais aussi sur tout ce qu'il y a derrière. Oui, c'est vrai que c'est un super exemple qui est passé assez inaperçu en fait. Tu veux donner, mais juste pour en gros pour redonner un peu le contexte, les droits TV de la Ligue 1 et Ligue 2 de foot sont redistribués en fonction de plusieurs critères, les résultats sportifs et tout ça, et le nombre de points dans la licence club. C'est-à-dire que pour être dans la L1 et L2, il faut avoir respecté un cahier des charges entre guillemets et dans ce cahier des charges avoir suffisamment répondu à des critères pour avoir un certain nombre de points minimum. Et la LFP a mis depuis quelques années des critères environnementaux dans ces points. Et on est, je crois, à 10 ou 11% maintenant de ces critères-là qui sont des critères environnementaux ou RSE de manière un peu plus large. Ce qui veut dire qu'il y a une partie des droits de retransmission TV qui sont redistribués en fonction de critères environnementaux. Et ça, c'est assez inaperçu. Souvent, on tape sur le foot, mais il y a quand même des choses aussi très positives comme ça qui sont mises en place. Alors, il va falloir parler très fort parce que nous, on n'a aucun retour. On ne s'entend même pas entre nous. Je vais parler très fort et je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que je suis plutôt dans le domaine de la montagne. Et dans le domaine du sport et de la montagne a été animé en début d'année sur un débat important et qui a été assez poussé sur fallait-il prendre les Jeux Olympiques d'hiver 2030 par rapport à tous les enjeux environnementaux dont on parle actuellement. Alors, Julien, je vais te demander de nous la redire parce qu'on a... Les JO d'hiver 2030. Pour moi, en fait, il n'y a pas de réponse binaire à cette question-là. C'est en fait des jeux, et ça a été dit avec la table ronde juste avant où il y avait World Rugby, quelqu'un du GIEC, et en fait, des grands événements sportifs, c'est fait pour accélérer un projet politique ou un projet d'aménagement d'un territoire et tout ça. Donc c'est plutôt comment on le fait. Si on invente on met en place des jeux qui répondent à un cahier des charges du CIO, mais et au contexte de 2030, finalement, je pense qu'on passe à côté de l'opportunité. Par contre, si on se dit, nos montagnes, en 2050, elles sont confrontées à ça. J'en reviens à l'analyse de risque, au changement climatique, comme on a pu faire pour World Rugby. Il va falloir adapter nos territoires à ça, à 2050, à ce territoire-là. Inventons l'événement qui accélère ça. Albertville, on est encore en train de dire il y a des héritages aujourd'hui des JO d'Albertville. On est 30 ans, 30 ans après, quoi. Donc en fait, les JO d'hiver 2030, il ne faut absolument pas les concevoir avec la réalité d'enneigement, de disponibilité en eau, d'attente sociale, de tout ça, d'aujourd'hui. Ni de 2030, mais de 2060. Et là, il faut vraiment intégrer, et c'est là où notre principal reco, finalement, c'est vraiment d'intégrer ces contextes climatiques et sociaux futurs dans les stratégies. Donc moi, je n'aurais pas de réponse binaire là-dessus. Ça dépend comment on le fait. Je ne sais pas si Julien ou Nicolas voulaient compléter. Il y avait une autre question là-bas, mais non, après ça, quand ça a été annoncé, justement, il y a eu un collectif qui s'est créé avec Maël et plein d'autres associations, justement pour donner un cahier des charges en disant on est pourquoi pas les JO, mais à quelles conditions, voilà, et c'est vraiment ça qui... Ouais, on est un petit collectif, un gros collectif où on a essayé de définir quelles seraient les exigences environnementales pour que des JO d'hiver soient compatibles avec les enjeux, avec quasiment que des spécialistes, soit de l'événementiel, soit de l'environnement, soit des montagnes. Donc je vous invite à aller le voir et le télécharger. Bonjour, j'avais une question par rapport au sponsoring et l'écologie. Par exemple, la plupart des grands événements sportifs sont financés par des grands groupes qui ne sont pas forcément durables, style comme
la boisson et beaucoup d'entreprises. Je dirais, est-ce que ces groupes aujourd'hui viennent vers des institutions durables pour créer quelque chose de durable sur le long terme, tout en sortant de leur façon de produire les produits de consommation d'aujourd'hui? Il nous reste 55 secondes. Il reste 5 secondes. Le sponsoring responsable, le sponsoring de manière générale dans le sport, et comment rendre compatible un certain nombre de sponsors avec les enjeux environnementaux. Est-ce qu'ils viennent là pour se racheter une bonne conscience? Je le fais très, très, très court. Ou est-ce que c'est un réel engagement de transformation de leur part? Je pense qu'on pourra continuer la réponse après, parce que je pense qu'il y a pas mal de sujets là-dessus. Je pense que c'est une opportunité aussi de saisir ces sponsors et de les challenger. Alors on l'a évoqué tout à l'heure, le cas de Total sur les JO, et de pouvoir les challenger. Je ne sais pas si on est tout à fait d'accord sur ce sujet-là, mais je pense que c'est une façon aussi de challenger ces sponsors qui mettent de l'argent dans le sport en disant transformez-vous et aidez-nous à nous transformer. Ouais, non, mais la question est pas simple. Moi, je pense que c'est surtout aussi le rapport sur comment on communique. Il y a surtout ça, en fait, on parle de greenwashing ou maintenant de sport washing. C'est comment il faut quand même engager ces marques-là. On peut pas faire... si on veut les faire bouger aussi, il faut les embarquer. Mais donc, du coup, comment on fait en sorte aussi de peut-être moins communiquer excessivement. Je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi sur la communication. Pour moi... comment dire? Non, en fait, il y a plusieurs cas de figure, mais si l'événement ou le sponsor ou le sportif ou la discipline qui est sponsorisée et la caution environnementale d'un sponsor qui n'est pas compatible avec les enjeux environnementaux dans son cœur de métier, pour moi, c'est du greenwashing. Si le sponsor est dans un objectif de transition et qu'il a besoin de fédérer et qu'il utilise l'événement et tout ça pour transformer son cœur de métier et le rendre plus compatible avec les enjeux environnementaux, là on devient sur un partenariat même beaucoup plus intéressant, et là le sport pour moi et les grands événements jouent leur rôle d'influence positive sur le monde. Et on a dépassé d'1 minute 17. Je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau timing, ça va. Merci en tout cas, j'espère que ça vous a apporté des billes.